Alors on a réuni un certain nombre de collègues qui vont eux-mêmes se présenter avant de donner un peu leurs sentiments sur violence, non-violence. C'est vrai que quand on parle des médias, c'est toujours quelque chose d'assez chaud et épidermique pour le public. Et on espère que vous serez très réactifs là-dessus, on peut vous faire confiance. Parce que c'est pas facile pour les journalistes, hommes et femmes et hommes, de travailler dans le média dont on est salarié, avec la ligne rédactionnelle du média dans lequel on est, et puis de faire valoir son point de vue de journaliste, rigoureux, éthique, déontologique. Et puis en même temps, on reste aussi, même quand on est journaliste, des citoyens avec ses propres engagements, ses convictions, et ça impacte aussi inévitablement, même si on le veut, sans pour autant faire de propagande, sur la façon dont on conduit notre métier. Donc c'est un petit peu ce qui va être au cœur de ce qu'on va vous dire maintenant. Vous avez des journalistes qui sont là sur le terrain depuis longtemps. C'est le cas de Claude qui a commencé comme moi au Progrès dans les années lignelles 79-80. Enfin, moi j'avais débuté un peu plus tôt à l'essor du Rhône dans les années fin des années 60. Et puis c'est aussi le cas d'Alexandra Marie qui est à France 3 depuis une bonne vingtaine d'années. C'est aussi au cas de Sandrine Boucher qui a exercé tout à la fois en radio, en presse écrite. Donc vous avez des journalistes un peu multimédia. Parce qu'en fait, quand on va parler des médias, on va vous parler de presse écrite, de radio, de télévision et bien sûr du numérique, qui n'est peut-être pas l'apanage de beaucoup d'entre nous, encore que, mais qui est principalement l'apanage de la jeunesse, qui se renseigne d'abord sur Internet. Donc on va prendre, alors vous avez vu que la table est extrêmement paritaire. Merci, merci Oman d'avoir permis ceci, mais c'est dans son ADN. On va demander tout de suite à Claude de dire deux mots, de se présenter, ensuite Alexandra, ensuite Sandrine, puis après chacun donnera un petit peu son point de vue sur la façon d'où, dans son média, dans sa pratique journalistique, il appréhende justement la question de la violence et de la non-violence. On se présente d'abord, on enchaînera ensuite. Donc Claude Cordier, je suis journaliste, je suis à la retraite maintenant, mais encore avec beaucoup d'activités professionnelles et syndicales. Et professionnel avec la commission de la carte que j'ai présidée, carte de presse, pendant une petite dizaine d'années. J'ai été journaliste au bureau de France Info, France Inter à Lyon. J'espère que vous écoutiez ces radios-là. Et auparavant, effectivement, j'avais commencé au Progrès, Chronique de la Monnaie, l'Union de Reims, etc. Mais essentiellement, on va dire, en audiovisuel et en radio, pour ma part. Voilà, pour la présentation. Le reste, on y revient, c'est ça? Oui, oui. Bonjour à tous, moi je suis Alexandra Marie-Ertiani, je suis donc journaliste, tu l'as dit, depuis une petite vingtaine d'années à France Télévisions. J'ai travaillé à la rédaction nationale de France 3 lorsqu'elle proposait encore un journal national, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai travaillé un petit peu pour le service info général de France 2 et j'ai bossé très longtemps pour France 3 Paris-Île-de-France où j'ai ouvert un bureau en Seine-Saint-Denis, un bureau qui n'existait pas et qui couvre toujours l'actualité locale du 93. Et aujourd'hui, je travaille pour le bureau de Lyon sur l'ensemble des départements de ce qui est Rhône-Alpes, qui n'existe plus, mais les départements d'anciennement Rhône-Alpes, donc en télévision et également sur Internet. Donc je suis amenée à réaliser des reportages télévisés, des articles et des contenus pour les réseaux sociaux. Et avec un gros tropisme sur les banlieues, sur les quartiers. Alors en effet, je pensais y venir dans un second temps, mais effectivement, depuis que j'ai ouvert ce bureau en Seine-Saint-Denis, mon travail est principalement consacré aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est le terme administratif, mais j'aime à dire que c'est surtout les habitants qui y vivent qui m'intéressent. Donc moi je suis Sandrine Boucher, j'ai travaillé pendant 15 ans pour la presse d'actualité. Notamment la presse nationale en correspondance à Lyon comme journaliste indépendante et puis j'ai travaillé pendant 15 ans pour la presse magazine parce que, mais on en parlera j'imagine, qu'à un moment donné l'actualité commençait à me déprimer un peu, donc voilà. Aujourd'hui je suis également vice-présidente du club de la presse de Lyon et donc avec, comme Claude, aussi pas mal d'engagements associatifs et bénévoles qui m'animent, voilà. Et sinon, je suis autrice, voilà, j'ai écrit et publié une dizaine de livres plutôt sur des sujets environnementaux. En général, en radio-télé, d'ailleurs, quand il y a les grèves, on ne dit jamais les organisations syndicales, alors on va les dire. Claude est un des responsables nationaux du syndicat national des journalistes, et moi-même, je suis le secrétaire général sortant des journalistes CFDT. Sandrine, dis-nous un petit peu comment toi, par la presse magazine, ce que tu veux dire, tu
tu appréhendes justement la question de la violence ou de la non-violence? En fait, j'aurais plutôt parlé de la réalité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la manière dont les médias fonctionnent. Quand vous êtes dans la presse d'actualité, il y a quand même un tropisme assez fort pour tout ce qui est conflictuel. C'est-à-dire que, et quand vous êtes journaliste indépendante, vous gagnez votre vie quand vous vendez votre sujet. Donc vous devez convaincre une rédaction en chef que le sujet que vous avez lui proposé est formidable. Quand vous arrivez avec une jolie petite histoire où tout se passe bien, généralement vous n'avez pas beaucoup d'écho. Par contre, quand vous arrivez avec une histoire assez conflictuelle, curieusement, ça suscite l'intérêt. Donc voilà, on a non seulement ce fonctionnement-là au niveau des rédactions, mais en plus, il y a quand même beaucoup de journalistes qui sont indépendants et qui tirent leurs revenus ou leurs non-revenus des sujets qu'ils peuvent vendre. Donc voilà, au bout d'un moment, vous avez vite compris que l'actualité, si vous vouliez tout simplement payer votre loyer, il faut proposer des sujets qui plaisent. Et malheureusement, souvent, les sujets qui plaisent sont des sujets où on a quelque chose de conflictuel, de violent, et souvent aussi qui abonde et qui renforce un certain nombre de stéréotypes et de préjugés et de clichés, des choses qu'on a envie d'entendre et de voir. Je crois que l'actualité du moment l'illustre aussi très bien. La presse magazine a une façon un petit peu différente de voir, déjà parce qu'on est sur des temporalités beaucoup plus longues, on peut faire des sujets de 14, 15, 16, 20 pages, ce qui permet quand même d'aborder de la complexité et ce qui permet aussi de proposer des sujets différents. Alors quand elle dit journaliste indépendant, je précise, surtout qu'on est dans l'année du 50e anniversaire, 70e, Claude, de la loi Cressin, 50e anniversaire de la loi Cressin que les syndicats ont obtenu pour les journalistes pigistes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout indépendante, parce que vous avez compris, elle doit vivre de son travail, donc elle vend son sujet, et elle est complètement dépendante du patron qui la paye article après article, ou photo après photo. Voilà. C'est ça la réalité. Alexandra. Merci de me donner la parole. Je voulais simplement aussi préciser que j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous, parce que peut-être qu'en guise d'introduction à mon propos, j'ai envie de partager avec vous le fait que la violence et la non-violence, c'est quelque chose auquel on est confronté au quotidien sur le terrain en tant que journaliste. Je suis amenée à travailler je travaille pour un journal généraliste, donc amenée à travailler sur plein de sujets différents, même si mes sujets de prédilection, je vous l'ai dit, c'est plutôt les quartiers populaires et les banlieues. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une défiance de plus en plus grande à l'égard des journalistes et parfois aussi une violence qui s'exprime à l'égard, non pas de nos personnes, mais de ce qu'on représente et aussi de la qualité ou non-qualité de ce qu'on propose sur nos antennes ou dans nos journaux. Et donc, voilà, moi ça serait intéressant d'entendre vous ce que vous attendez de nous, parce que je viens aussi dans un échange qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, pour revenir au sujet de la violence tel que moi je l'aborde dans mon travail, je vais essayer de faire court, mais ce qui me tient le plus à cœur dans ce que je fais, c'est un travail sur l'invisibilisation de certaines parties de la société, et en l'occurrence, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les quartiers populaires et les banlieues. Il y a, pour moi, une forme de violence institutionnelle, on en parlait pendant le déjeuner, mais aussi une sorte de violence collective, consciente ou inconsciente, qui fait qu'il y a une invisibilisation des quartiers populaires qu'on accepte de regarder, soit très ponctuellement, soit à travers un certain prisme. Et donc, mon boulot, très humblement, consiste à répondre à cette invisibilisation en donnant la parole et en tentant de rendre visible ce qui ne l'est pas, suffisamment en tout cas selon moi, dans les discours et dans les médias. Alors comment on fait ? On se heurte à plein de difficultés. La première, en fait, c'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez quand je vous en parle. Au-delà du rédacteur en chef, qui ne va pas forcément être partant pour faire un sujet sur quel quartier, parce que, etc. C'est l'autocensure. C'est-à-dire appeler des habitants pour leur dire, voilà, moi je vais venir dans votre quartier. Le nombre de fois où je suis arrivée, où on m'a dit, mais pourquoi vous venez ici en fait? C'est calme ici, il se passe rien. Vous voyez? Parce qu'on m'attend en fait quand ça crame, concrètement. Donc ça vient, excusez-moi le terme, mais c'est parce que c'est le terme usité. C'est tellement intériorisé. Alors c'est l'œuf ou la poule, hein, c'est les journalistes qui viennent quand ça brûle, mais c'est aussi tellement intériorisé. Parfois j'arrive sur le terrain, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de couvrir
avec Serge Perrin, ici présent, une médiation nomade. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc ce sont des actions de médiation dans certains quartiers, on peut citer Saint-Fond, Villeurbanne, Vénissieux, Vaux-en-Velin, où un camion avec des bénévoles et un salarié d'Human viennent et installent le soir un espace de convivialité et en gros propice aux échanges. Et Xavier Dormont qui est derrière là-bas aussi. Et c'est vrai que les contacts que je peux avoir avec les gens, très rapidement, sont soit dégage avec ta caméra, bon, qu'est-ce que tu viens faire chez moi, je ne suis pas prévenu, ok, très bien, donc d'abord engager une conversation, c'est une première chose, une première étape qui correspond exactement à ce que vous faites, et derrière c'est de toute façon, je vois pas pourquoi tu viens ici, ici il n'y a rien à dire, on n'a rien à raconter, et puis il suffit de rester un peu pour comprendre qu'il y a plein de choses à dire. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que ce qui pourrait être vécu par pas mal de journalistes de terrain comme une violence initiale de la part des habitants, en fait est une volonté de rentrer on parlait de connexion avec Isabelle Filiosa tout à l'heure, c'est aussi une façon de dire, bon, bah, moi je suis invisibilisé, et de toute façon, c'est pas parce que tu es là que tu vas m'invisibiliser. Me rendre visible. Donc, voilà, moi j'ai envie de partager avec vous ce qui m'anime, mais aussi ce qui constitue un frein, c'est-à-dire que quand je suis en face des personnes que je rencontre, et ben effectivement, il me faut leur dire humblement, c'est pas parce que je vais faire un reportage sur telle ou telle réalité que ça va changer les choses pour vous, c'est pas mon rôle. Et je n'ai pas ce pouvoir-là. Or, souvent on attend des journalistes et du reportage et de l'information qu'on vienne pour changer les choses. Et le fait de parler, d'exprimer, d'avoir dit les choses, qu'elles puissent être déformées, et on peut parler de la marche pour l'égalité et contre le racisme, voilà, on peut parler des minguettes, on peut ressortir des sujets d'il y a 40 ans, des sujets télé d'il y a 40 ans, on peut ressortir un de mes sujets, et on va voir malheureusement que les revendications et les constats sont toujours les mêmes. Donc, il y a non seulement une invisibilisation parce qu'il y a peu de journalistes qui décident d'y aller en dehors des moments où ça brûle, mais en plus, le discours est tellement le même depuis longtemps qu'on finit par ne plus l'entendre non plus. Donc moi, je suis face à ce défi-là. Comment on continue, en gros. Donc j'ai parlé d'autocensure. Après, je voulais dire, voilà, comment on rend un discours visible quand il est invisibilisé. Il y a l'autocensure, et puis il y a évidemment le stéréotype. On vient chercher l'image du jeune de banlieue, en gros. Hein. Et si on ne trouve pas, bah, on va en trouver un autre qui va avoir bien les baskets qu'il faut, etc., etc. Parce que moi, je fais de la télé, donc il faut de l'image. Et du coup, qu'est-ce qui s'exprime derrière par rapport à tout ce que je viens de dire? Bien souvent, c'est de la colère. Il y a une colère qui a besoin de s'exprimer. Et le défi, pour moi, journalistique, qui me passionne, hein, je ne vous le cache pas, c'est pour ça que je continue, c'est comment, non pas on répond à cette colère, parce que ça, c'est pas mon travail, mais comment on parle de cette colère. Comment on parle de cette colère sans diaboliser. Comment on parle de cette colère sans l'instrumentaliser, et aussi sans l'édulcorer. L'idée, c'est pas de dire elle n'existe pas. Donc voilà, je suis curieuse d'entendre ce que vous attendez en tant qu'audience ou lecteur de comment on traite cette colère. Pardon, j'ai été un petit peu... Avant peut-être que Claude dise, et ça permettra peut-être de rebondir, tu parlais qu'on n'était pas là pour nous, journalistes, faire avancer des choses, mais si je prends un exemple dans ta rédaction même, et pour avoir vécu ça de près, la question des PFAS, etc., comment la collègue de la rédaction s'est impliquée et comment finalement ça fait avancer les choses, in fine, c'est important quand même. Alors oui, sur de l'enquête environnementale, je suis d'accord. Et il se trouve qu'elle a commencé son enquête au service numérique et qu'on a travaillé de concert, donc je connais très très bien son travail et pour l'avoir accompagnée dans son boulot. Mais je dirais qu'il y a deux dimensions pour moi où le journalisme aujourd'hui peut être un journalisme d'impact, c'est l'investigation et la proximité. C'est ma réponse. C'est pas une réponse globale que j'impose à tous, bien entendu, mais c'est en tout cas ma réponse, mon positionnement. Moi, je suis plutôt du côté de la proximité et du coup du relais du discours, tu vois. Ma collègue, elle est plutôt dans l'enquête. Et donc sortir des infos, sortir des scandales, alors pourquoi pas, c'est possible sur mes sujets aussi que ça arrive. Donc oui, on peut faire bouger les lignes, bien sûr. Mais quand il s'agit
de rendre compte d'une réalité sur laquelle on ferme les yeux, on relaie un discours, mais on n'a pas en main les outils pour faire bouger les lignes. Tu vois, l'exemple que je citais, c'était celui des Minguettes, et je suis effarée de voir qu'on soit dans les années 80, dans les années 2000 ou dans les années 2020, on a la mort du jeune homme Naël. À chaque fois, j'écorche son nom de famille, alors je préfère pas, à Nanterre, et bien à chaque fois, on a des révoltes sociales ou des émeutes en fonction des situations, et des revendications sur le terrain qui sont les mêmes. Tiens, un exemple concret. Je ne sais pas si Xavier Dormont est là. Je suis retournée à 3 reprises à Saint-Fond lors d'une médiation nomade. Des gamins que j'ai rencontrés il y a 5 ans, qui sont devenus donc des gamins plutôt de 18-19 ans, qui commencent à bosser, etc. Les gamins de 12 ans, ils prennent le relais de ceux que j'ai rencontrés il y a 5 ans, et ils disent exactement la même chose que leur grand frère. Et il y a 5 ans, leur grand frère demandait à avoir des bancs et des poubelles à l'endroit où ils se retrouvent. Et ils disent même les petits, ils n'ont pas les bancs et les poubelles. Et ça, c'est la colère derrière qui s'exprime. Et moi, comment je relate cette colère? Voilà. Je suis les collègues du mal. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je suis un petit peu gêné. Ça s'est corrigé dans la deuxième partie du discours. Mais on est parti sur la discussion violence, non-violence, et immédiatement, on a débouché sur les quartiers, sur les Vénitieux, Vaux-en-Velin, etc. Pourquoi pas? C'est un sujet, mais je pense que la violence et la non-violence ne s'exercent pas seulement. Ah, bien sûr. On a bien compris que c'était sujet de prédilection, mais je me fais un peu l'avocat du diable en disant attention, violence, non-violence, il y en a partout et il y en a ailleurs. Bien sûr. Parler des trains qui arrivent à l'heure, c'est pas notre boulot. Donc effectivement, on le dit, on le répète par exemple dans les écoles de journalisme, mais il n'y aura pas d'auditeurs, il n'y aura pas de téléspectateurs, il n'y aura pas de lecteurs si on dit tel train est arrivé à l'heure. La question c'est quoi? Qu'est-ce qui attire les médias aujourd'hui? Violence, non-violence. J'ai envie de partir de la base. Qu'est-ce qui attire aujourd'hui les médias, que ce soit presse écrite, etc. Il faut des images, qu'elles passent en radio, ou qu'elles passent en images en télé, ou qu'elles passent dans l'écrit. Il faut de l'image, il faut du spectaculaire, malheureusement. Mais c'est ça. Donc à partir de là, toutes sortes d'images, belles images, d'images, oui, violentes, peut intéresser nos titres les uns les autres. Ce qui intéresse ensuite, c'est probablement de belles histoires à raconter. Alors les belles histoires, Sandrine en parlait tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça intéresse nos chefs. Donc ça peut être des histoires aussi sordides qu'on a à raconter. Ce qui apparaît aussi maintenant, ce sont les faits divers, de plus en plus, et qui viennent en une, qui sont traités en priorité par j'allais dire une certaine presse, mais la presse entre guillemets mainstream, je veux dire, tous les grands titres sont obligés de suivre, y compris des unes parfois du Monde, peuvent traiter un fait divers. Faits divers qu'on appelait autrefois faits sociaux. Il n'y a pas de faits divers, il y a des faits sociaux. Les faits sociaux existent toujours, mais aujourd'hui, on a quand même l'impression que ça s'est inversé et que le social est récupéré par d'autres, et moi je vais en terminer simplement par là, d'autres médias qui sont là aussi pour manipuler et qui se servent de cette violence pour manipuler. Alors je vais mettre les pieds dans le plat carrément, parce qu'il y a la presse Bolloré et la presse Sterrin, je crois que ça s'appelle, les deux magnats qui ont des buts très précis. D'abord alimenter cet aspect violent, s'en servir, et ils le disent très clairement, le but ultime c'est de gagner la bataille culturelle, et y compris de gagner les élections, elle disait, donc il y a aussi des buts très précis et recherchés. Donc voilà ce qu'est aujourd'hui l'ensemble de la presse, ce que sont les médias. N'oublions pas que c'est pas forcément toujours bienveillant. Voilà. Quand on a préparé, Claude, tu parlais aussi d'un autre aspect, peut-être, on va peut-être compléter, sur la dimension structurelle de la violence, et sociétale et institutionnelle. Oui, bien sûr.
j'avais noté, en préparant, j'avais noté des tas d'exemples, mais bien sûr, où est la non-violence pour des gens qui sont expulsés au 1er avril parce qu'ils ne peuvent plus loger quelque part et payer du loyer? Où est la non-violence pour des gamins qui sont dans la rue et qui sont peut-être scolarisés, mais qui logeront et dormiront dans la rue? Où est cette non-violence? Enfin, c'est la violence qui apparaît, là, voilà, clairement. Et cette violence est institutionnelle. Par exemple, si on impose à des gens de vouloir traiter avec leur administration, je ne sais plus, la CAF ou n'importe quoi, uniquement en numérique, c'est d'une violence phénoménal pour quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, et notamment les personnes âgées. Où est la non-violence pour des personnes qui attendent 12 heures, maintenant peut-être même plus? Moi, je sais que mon père est resté 12 heures aux urgences il y a une petite dizaine d'années à HEH. Je pense qu'on attend maintenant plus de 24 heures, et sans être soigné. Il y a en face, pour la famille, de quoi avoir des envies de meurtre. Oui, effectivement. Voilà ce qu'est aussi la violence dans la vie. Elle est aussi institutionnelle, et je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là, qui fait que, en réponse, il y a aussi une autre violence qui peut s'exprimer, mais si elle n'est pas excusable, elle est de toute façon explicable. Je ne veux pas revenir sur les mouvements qui ont eu lieu récemment. La violence qui est faite à des gens à qui on dit « votre retraite, vous l'avez là dans 2 mois ». Et hop, on retire le gâteau, et on leur dit « ben non, ce sera dans 1 an ». C'est une violence phénoménale. La violence pour des gens qui ont à peine le SMIC et ne peuvent pas en vivre, ça a créé quoi? Ça a créé le mouvement des Gilets jaunes. Ça a pu devenir n'importe quoi par ailleurs. Il y avait à la base des revendications, il y avait un certain nombre de choses. Voilà où est la violence. Et alors, c'est à discuter. Comment y répondre de façon non violente, c'est parfois délicat, mais le monde tel qu'il est celui-ci aujourd'hui. Voilà. Bon, alors merci à tous. Comme le souhaite Alexandra, on va retourner tout de suite vers la salle. Je dirais simplement un mot. Vous avez compris par ces propos que les journalistes sont des journalistes, des professionnels de l'information, mais qu'on est aussi des citoyens et que nous avons notre approche. On n'est pas différent de vous. On vit dans la société, on perçoit de la même façon. Claude, qui est syndicaliste comme moi, on était dans les mouvements pour la retraite à 60 ans. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous voulez, après le débat ce soir, quand vous aurez le temps pour plusieurs jours, il y a actuellement sur France 2 une série de 6 épisodes de 40 minutes qui s'appelle Enjoy, accessible gratuitement, et vous verrez, c'est exactement le sujet qu'on est en train de traiter. On termine d'ailleurs sur une caricature totale de BFM, même de C8, complètement exacerbée. Alors peut-être maintenant, alors je ne sais pas qui fait circuler le... Tous les journalistes ne sont pas militants et tous les journalistes ne sont pas forcément respectables et avec cette vision des choses. Soyons clairs. Alors, allez, parole à la salle, puisqu'il faut qu'effectivement on dialogue. Mais les debout, s'il te plaît. Evelyne, petite adhérente du MAN depuis quelques années. Je ne sais pas si on entend bien, oui. Il y a quelques années, j'avais rencontré lors d'un colloque ou je ne sais trop, chrétiens, on va dire croyants, les 2 Cerizet, reporters d'espoir. Effectivement, par rapport à ce que vous disiez, Madame Marie, la seule personne qui est là, c'est pas parce que la violence va se vendre qu'on va nous balancer systématiquement la violence. La question, c'est comment les journalistes font, à part vous et puis les autres personnes, pour effectivement arriver à vivre en mettant autre chose que de la violence, puisque vous vous rappelez qu'on avait une publicité sur les enfants qui étaient plaqués contre la télé avec des immenses écrans. On nous disait d'arrêter de les mettre devant la violence. Il y a des petits bouts de chou qui ont 1 an et demi, 2 ans, on les met devant un écran. Ça peut être un écran presque aussi grand que là, sur un mur énorme. J'ai vu la petite, littéralement plaquée dans un dessin animé contre ce qu'elle voyait. Je suis agent recenseur. La famille est en train de gentiment implanter quelque chose, de remplir les... Comme il y a 4-5 enfants, on y va, c'est plus pratique. J'étais agent recenseur, peu importe. Eh bien, oh mais c'est pas grave. Les dessins animés sont extrêmement violents. Ne serait-ce que par la façon dont c'est filmé, puisqu'on zappe toutes les 5 secondes. On sait que quand on passe d'une image à une autre, c'est violent, on n'a pas le temps de rester sur l'image. C'est aussi une technique. Donc, on est en train de, quand je dis on, c'est ce qui se passe dans les médias principalement,
On nous balance énormément de violence tout le temps. À un moment donné, on voudrait avoir autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a des choses très très belles. On a des beaux reportages sur les pays, sur Terre Inconnue, je ne sais plus, parce que pendant 5 ans, je n'ai pas la télé. Donc, monsieur m'a fait réagir très très sur ma chaise, je ne tenais plus, parce que je ne suis pas d'accord sur le fait de dire finalement, nous, on va acheter la violence, etc. Moi, je vais faire plus court, Serge. Merci. Alors, vous souhaitez répondre tout de suite ou je prends d'autres questions? Fait deux questions. Prends-en une ou deux autres un peu dans le même. Alors par contre, il n'y a pas... Ah voilà. Merci. Patrick Hubert, je suis Oman et mandaté auprès d'ATD Quart Monde. Et je voudrais signaler la sortie du rapport sur les maltraitances institutionnelles et sociales la semaine dernière, dont je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écho médiatique dans les grands médias français, en tout cas à ma connaissance, je me trompe peut-être. Et puis la deuxième chose, j'ai participé avant-hier à la projection d'un film parrainé par la Ligue des droits de l'homme, Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, qui montre les mensonges qui ont été proférés à l'époque par les dirigeants, notamment le ministre de l'Intérieur de l'époque, et qui ont été relayés par les médias. Moi, je me souviens que ce soir-là, j'étais chez des amis, et à la télévision, ma première image, c'était l'image d'un camion de CRS en feu, et non pas des manifestants blessés, ou etc. Donc, est-ce que les journalistes comme vous êtes coincés, entre guillemets, dans votre métier, vous ne pouvez pas faire état de ces mensonges, par exemple, parce que vos directions vous en empêchent, ou bien est-ce que vous auto-censurez vous-même? Je ne parle pas forcément de vous à la tribune, mais peut-être des journalistes en général. Bon, sur Sainte-Soline, je ne peux pas me prononcer, je n'étais pas sur place. Et effectivement, là, je parlais d'images tout à l'heure et d'images violentes. C'était facile pour un certain nombre de médias, évidemment pour la télé, d'avoir des images spectaculaires. Je parlais de spectaculaires, effectivement, il y en avait. Il y avait des voitures de gendarmes qui cramaient. Très bien, c'est très spectaculaire, mais il faut peut-être, au niveau de l'info, aller au-delà. Je pense, soyons clairs, qu'il y a sur le terrain des journalistes qui couvrent tout à fait honnêtement, et je n'ai jamais eu personnellement de pression de qui que ce soit pour couvrir ou orienter mes reportages. Après, il y a des choix rédactionnels et éditoriaux qui sont faits dans des conférences de rédaction, qui se tiennent tous les jours dans les rédactions, pour établir ce qu'on va diffuser aux 13h, aux 20h, dans le journal le lendemain, etc. Et ces choix-là éditoriaux ne sont pas rarement faits, malheureusement, avec les gens de terrain. Donc, effectivement, il peut y avoir, en revanche, au niveau national et au niveau d'une rédaction, une orientation qui est donnée. Est-ce qu'il y en avait pour Sainte-Soline à l'époque? Le plus facile et le plus rapide, c'était de publier ou de montrer les images qu'on avait. Après, il y a eu des enquêtes, notamment par Le Monde, notamment Mediapart aussi, à creuser évidemment le fait et l'événement. Juste un petit mot par rapport à l'audiovisuel, mais c'est vrai en presse écrite, Sandrine le disait tout à l'heure, on a des particularités techniques et des aspects techniques qu'on doit respecter, mais très techniques, c'est-à-dire qu'il y a des... Bon, moi j'ai commencé à France Info, excusez-moi, mais ils ont été un peu plus allongés, mais on nous demandait, dis donc Coco, ton papier, pas plus de 40 secondes. Donc c'est-à-dire qu'en 40 secondes, et on apprend, hein, c'est notre boulot, on apprend à dire des choses en 40 secondes, sauf qu'en 40 secondes, on est obligé d'élaguer. Voilà. Donc on ne dit pas tout, on va à l'essentiel. Ça peut être la vérité, mais c'est aussi qu'une vérité. Donc il y a aussi cette contrainte technique que nous avons. Mes plus gros reportages à France Info, alors Dieu merci, j'ai fait à France Inter ce qui s'appelle Interception, c'est des 3/4 d'heure, c'est le samedi matin ou le dimanche matin. Mais sur l'actualité, mes plus grands reportages, c'était de 2 minutes sur France Info. Donc on a aussi cette contrainte technique. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui ne nous empêche pas de dire des choses. Ce qui ne nous empêche pas de dire des choses.
je me permets d'ajouter aussi que, alors, sur le choix de l'image spectaculaire, on ne va pas se dédouaner, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est journaliste télé qu'on est obligé de commencer par l'image spectaculaire qui va être le camion enflammé. Pour moi, en fait, les autres images sont tout aussi spectaculaires en fonction de... Cependant, donc, on a une responsabilité, la réponse est oui. Le journaliste qui décide de commencer par ça, il a une responsabilité et manipuler de l'image, oui, je suis désolée, mais à un moment donné, on a une carte de presse et on doit être conscient qu'en commençant par cette image, c'est pas seulement une histoire de construction du récit et ça va bien marcher comme ça, je vais capter l'attention de la personne qui va recevoir le sujet. On n'est pas là, on traite du réel et donc notre responsabilité, c'est de savoir ce qu'on envoie comme message. Cependant, exactement comme toi, je n'ai jamais reçu aucune pression en 20 ans de la part de ma hiérarchie pour orienter mon travail. Mon expérience et ce que je ramène du terrain, c'est ce qui fait foi. On est service public. Alors, on est tous les deux, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc moi, je peux parler que du point de vue du service public. Cependant, je sais qu'il y a aussi des critiques qui s'exercent à l'égard du service public. Donc, et c'est une question qu'on nous pose très souvent. Enfin, je ne sais pas toi, mais en tout cas, moi, on me la pose très souvent. Donc non, on n'exerce aucune pression sur moi. Cependant, depuis l'avènement des chaînes d'information en continu, et je ne veux pas les diaboliser, c'est pas la question, c'est pas eux les responsables, c'est pas ce que je dis. Je parle d'un processus industriel. C'est-à-dire que la fabrication de l'information est rentrée dans un processus quasiment industriel. Il y a une forme de taylorisation de l'information qui fait que même au sein du service public, moi je suis journaliste de terrain, je vais être la seule présente à un moment où on enflamme un camion de flics alors qu'à côté, enfin, sur une manif, enfin, etc. Je suis celle qui a tourné les images. Eh bien, il peut y avoir des collègues de France Info qui, eux, alimentent l'information en continu, qui vont récupérer mes images et les commenter. Dans le service public, on a des garde-fous, la plupart du temps. Mais en tout cas, le fonctionnement d'un journaliste de BFM, c'est ils ont des équipes sur le terrain, ils envoient les images, il y a des journalistes qui sont tous assis toute la journée derrière leur écran, qui récupèrent les images, qui montent ces images-là. Et ça aboutit effectivement, pour le coup, à une perte de sens qui est celle du reporter de terrain qui raconte ce qu'il a vécu. Voilà, je voulais juste... Ça me semble, je pense que ça a pas mal changé la donne. Je voulais compléter ce qu'ont dit mes deux collègues, parce que quand on Sainte-Soline, moi à ce moment-là, j'avais pas pu aller à la manif, donc je regardais en continu, j'étais entre BFM et France Info. Nous avons vu comment s'est passé l'enflammement, enfin l'incendie du camion. D'ailleurs, comment les gendarmes qui étaient à côté ont laissé le camion s'enflammer. Personne n'a réagi à côté, hein, parce que la manif avançait dans le champ, etc. Donc on a vu, sauf que le soir, effectivement, on a vu que le résultat. Donc le boulot aussi des journalistes, comme ils viennent de le dire, c'est de remettre en contexte, de redonner une perspective à l'information que l'on livre brute, qui est le camion qui flambe. Mais avant le camion qui flambe, il s'est passé autre chose. Et il y a aussi des responsabilités là-dessus. Et d'ailleurs, à mon avis, les responsabilités étaient largement partagées par le commandant qui commandait la troupe de CRS qui était autour et qui a laissé le camion s'enflammer. Ça, on ne l'a pas dit. Pour vous dire aussi, et nos deux organisations syndicales en sont à l'origine, on a au plan national, et ça c'est votre capacité aussi à vous à réagir, nous avons mis en place, après une longue réflexion, un observatoire de la déontologie et des pratiques professionnelles auxquelles n'importe quel citoyen peut s'adresser pour tout ce qui concerne la presse écrite, audiovisuelle ou numérique. Il est géré par des syndicats de journalistes et des représentants des patrons de la presse, un certain nombre. Et donc ça, c'est aussi un pouvoir que vous avez. Et des usagers. Oui, et des usagers. Et des usagers, pardon. Oui, puisqu'il y a la Ligue de l'enseignement, etc., etc. Et la Ligue des droits de l'homme. Moi, je voudrais rebondir sur un point qui a été soulevé, sur effectivement le côté violence institutionnelle. Ça m'a évoqué spontanément ce film de Michael Moore, vous savez, où il va enquêter sur un désastre économique dans une région, il va essayer de chercher des responsables. Il fait toute une enquête, puis au bout d'un moment, il se rend compte que les responsables, finalement, c'est une sorte de nébuleuse un peu évanescente, de fonds de pension qui font que l'entreprise allait fermer. Et là, on est souvent dans ce genre de situation, c'est-à-dire que finalement, les auteurs de violences sont peu identifiés, ne correspondent pas aussi à ce qu'on imagine, c'est-à-dire, là, par exemple, typiquement avec enfin voilà, on a quand même des tonnes de faits divers qui abondent cette espèce de cliché dont je parle, c'est-à-dire, voilà, on
projette un certain nombre de personnes, de stéréotypes qui sont de gens qui seraient auteurs de violences. Et quand il s'agit de violences effectivement systémiques, de monsieur, madame, tout le monde, d'une structure de société, ben ça, on a beaucoup de mal à le raconter parce qu'on a du mal à l'incarner. Et effectivement, il y a quelque chose de spectaculaire dans ce qu'on fait, mais aussi, on a besoin d'incarner. Et puis, c'est aussi une façon de simplifier. Monsieur Machin et madame Bidule sont responsables, ça c'est assez simple. Par contre, d'être à une structure de société qui fait qu'à un moment donné, les gens sont malheureux et sont maltraités, etc., c'est très très difficile à expliquer. Accessoirement, très rapidement, quand vous êtes sur ce terrain-là, on vous prend pour une abominable anarchiste. Voilà, enfin, je veux dire, très très rapidement, vous êtes qualifié de personne, enfin, comme étant une personne très... Ou alors militante. Oui, militante, voilà, donc pas objective. Alors, voilà, la notion d'objectivité dans notre métier, c'est quand même quelque chose qui revient aussi très très souvent. Et voilà, alors en fait, il faudrait être objectif quand on va dans le sens du vent. Du vent, voilà, de la meute, etc. Mais là, on est objectif. Par contre, quand on commence à faire aussi notre travail qui est d'interroger des présupposés, on ne l'est plus. Donc voilà, il y a ça. Et puis, ce que je voudrais quand même juste aussi dire, on a aujourd'hui quand même beaucoup de gens qui s'informent avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est formidable pour plein de choses, mais la façon dont ils sont fabriqués fait qu'ils vont mettre en avant des échanges quand ils sont conflictuels. Voilà, on sait que les fake news sur les réseaux sociaux rapportent, alors je crois, de mémoire, les chiffres, on est aux alentours de 4 milliards d'euros. Voilà, donc la désinformation et les choses qui sont conflictuelles sur les réseaux sociaux sont valorisées, sont mises en avant et ça s'alimente. Vous l'avez tous vécu. Le post qui fait réagir parce qu'il est un petit peu polémique, bah évidemment, il va être mis en avant et il aura énormément de réactions qui vont alimenter cette espèce de machine. Et ça, alors on dit c'est les jeunes qui, bon, je veux dire, tous, on utilise les réseaux sociaux, enfin en tout cas une grande partie d'entre nous, et les gens les plus âgés sont aussi les premiers souvent à relayer les fake news. Voilà, ça c'est ce qu'on a pu constater. Donc on a aussi ce phénomène d'amplification des sujets violents, conflictuels, où les gens s'écharpent et s'insultent assez rapidement, qui est opéré par les réseaux sociaux. On prend un jeu de questions? Oui. Allez, on m'a passé le micro, donc je vais poser la question. Parfait. Guillaume Ganglin, je suis journaliste dans une revue écologiste indépendante qui s'appelle Silence. Ah oui. Et je voudrais juste... en fait, il a été dit à un certain moment là, dans vos interventions que c'était plus facile de parler de la violence que de quand tout se passe bien, quand les trains arrivent à l'heure, etc. Pour moi, je voudrais quand même redire que la non-violence, c'est pas quand les trains arrivent à l'heure et que tout se passe bien et que tout le monde est content, mais c'est aussi le fait de faire éclater le conflit sous l'apparente paix sociale. C'est aussi faire dérailler le train du quotidien par des actions. Et il faut vraiment qu'on ne confonde pas violence et conflictualité. Et dans ce cadre-là, je pense qu'une des manières de parler de la non-violence, c'est aussi de parler des nombreuses luttes et des mobilisations collectives qui ont lieu et qui, pour bon nombre d'entre elles, utilisent des méthodes non-violentes, que ce soit dans le domaine de l'écologie, des droits sociaux, au logement, du féminisme, etc. Alors bien sûr, il y a le risque quand même de se pencher plus sur les luttes quand elles ont une dimension spectaculaire, même non violente, et de les faire aller dans ce sens-là, donc il faut faire attention. Et c'est plus facile de parler du spectaculaire, même dans la non-violence, que des actions régulières, quotidiennes, des formations, etc. Donc là, il y a une vraie difficulté. C'est parler de la brindille qui pousse quand il y a des bombes qui éclatent à côté. Et moi, je témoigne que dans notre revue, qui a pour une de ses bases, c'est la non-violence, on a du mal parfois à trouver des sujets nouveaux, novateurs, dont on n'a pas déjà parlé autour de la non-violence, et ça demande une veille constante auprès des mouvements sociaux, etc., pour essayer de détecter qu'est-ce qui se passe ici et là, et qui peut éveiller l'intérêt. Voilà. Je vous rejoins complètement dans tout ce que vous venez de dire. Autre question, et puis on va faire une réponse globale. Ça tombe bien, moi aussi, c'était sur les interventions
d'Alexandra sur les médiations de l'AD. Donc c'est les quartiers populaires, il y a des financements, c'est aussi pour ça qu'on y va. Je préférerais calmer, cuire, charbonnière, changer des mentalités, mais bon, c'est pas là-bas qu'on est financé. Pour autant, c'est vrai que nous on vient pour une non-violence, plutôt une action douce, donc qui n'est pas forcément pleine d'images, mais le fait qu'il puisse y avoir des journalistes comme Alexandra qui viennent justement quand c'est pas le feu, comme dans tes propos, c'est aussi de la prévention, et la non-violence c'est de la prévention du conflit. Donc c'est hyper important justement de pouvoir donner à entendre, à voir les ressentis des jeunes, des habitants, et derrière montrer en fait à la société civile qu'il y a quelque chose dont ils peuvent s'emparer, dont ils peuvent mobiliser et accompagner ce type de problématiques qui du coup anticipent de vraies tensions, de vrais conflits. Donc voilà, c'était plus une remarque qu'une question, mais ça complète un tout petit peu par rapport à ce que disait Guillaume sur l'âme. Mais pour rebondir sur ce que, je te prie deux petites secondes, ce que disait Guillaume aussi, c'est que ce qui rendait possible ces reportages, c'était le dispositif que vous mettez en place qui, lui, en fait, est incarné. Enfin, tu vois, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on disait. Ça permet de raconter une histoire et on est dans une situation qu'on peut raconter. Donc ça la rend un peu plus palpable. Oui. Un joli camion. Et un joli camion, bien sûr. On prend une autre question, puis on répond, puis après il y a déjà des mains qui se sont levées. Il nous reste presque une demi-heure. Oui, vous avez parlé de... Ah, 10 minutes. Presque une demi-heure. Du clash, de l'incapacité à avoir un débat sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est aussi vrai sur certaines télévisions. Oui. Et ça, c'est certainement un obstacle à la construction d'une culture de la non-violence. Oui. Dans le cadre de l'échange sur l'éducation à la non-violence et la paix qu'on a organisé au niveau international, en Haïti, pays particulièrement violent, donc c'est un professeur de philosophie, et la première chose qu'il fait, c'est apprendre à ses élèves à dialoguer, à débattre de questions, voilà. Et donc ça, c'est quand même un point qui est fondamental pour la non-violence, c'est apprendre à discuter, à débattre. Alors, réponse. Allons-y. On répond à tout ce qui vient d'être dit, non? Oui, enfin, si vous voulez, entièrement d'accord. N'oublions pas, et j'ai commencé un peu comme ça, n'oublions pas qu'il y a des médias, des titres en France qui sont orientés pour nous orienter vers ces violences-là. Et pour s'en servir. Et pour faire de la politique. Parce que tordons le coup tout de suite à l'objectivité du journaliste. Oui. Le journaliste est objectif en ce sens qu'il se rapporte à l'objet et au fait. Maintenant, on a tous notre subjectivité. Le journaliste doit être honnête, point. Il ne doit pas être objectif. Moi, je peux dire deux mots sur la couverture du spectaculaire, assez récente. Avec d'autres militants, on s'est rassemblés, on se bagarre sur les conditions de transport sur la ligne Lyon-Valence, les TER, avec la politique de notre bien-aimé président de région. Et on a actuellement, j'habite dans la région viennoise, notre obstacle principal, c'est qu'à partir de 21h20 au départ de Lyon-Part-Dieu, nous n'avons plus de train. Donc on ne peut pas monter, nous, qui sommes au sud du département, au spectacle, enfin à faire différentes choses à Lyon. Pour nous, c'est interdit, il n'y a plus rien pour revenir. Comment mettre ça en avant? Ça fait des années qu'on fait des manifs, on s'est rassemblés devant la gare de Vienne, etc. etc. En plus, le maire de Vienne est un des vice-présidents de la région, donc on a un homme de main sous la main, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, il y avait le tour Alternativa faisait le tour de France, s'est arrêté à Vienne, en accord avec eux. Nous avons fait une petite déambulation le long de l'avenue principale de Vienne, et nous sommes allés sur les quais. Mais nous étions en pyjama, parce que c'était le dernier train qui arrivait à 21h40. Le spectaculaire était là, c'était non violent. Le chef de gare qui n'était pas au courant était étonné, mais ça s'est très bien passé. Vous voyez, là aussi, la couverture de l'info aussi, c'est aussi dans la capacité d'originalité de ce qu'on met en avant et qui peut attirer le regard. Parce que, qu'on veuille ou non, nous journalistes, on est quand même attirés sur ce qui fait, entre guillemets, du spectacle. Il y avait d'autres mains levées tout à l'heure? Oui, il y en avait plein là. Je voulais juste dire un tout petit mot quand même, parce que tout à l'heure on se disait quand même qu'on était peut-être un petit peu pessimiste et sombre. Il y a quand même quelque chose qui n'existait pas il y a 10, 15 ou 20 ans qui s'appelle le journalisme de solution.
qui peut avoir des défauts dans le sens où on a l'impression que voilà, les solutions qui sont apportées suffiraient d'être mises en place et tout irait bien dans le meilleur des mondes. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais par contre, sur de l'information positive, avec des gens qui font des choses qui vont dans le bon sens, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire, qui vont dans le sens de meilleur partage, qui vont dans le sens d'une solution collective ou et pas seulement individuelle, c'est quand même des choses qui aujourd'hui existent, qui n'existaient pas il y a quand même, je disais, voilà, 10-15 ans, personne ne voulait en entendre parler. Aujourd'hui, c'est quand même, heureusement, des informations qui peuvent exister dans les médias et dont on se rend compte aussi qu'elles ont un écho auprès des lecteurs, auditeurs, téléspectateurs qu'ils apprécient. Donc voilà, c'est quand même, heureusement. Il y a toujours des phénomènes de balancier comme ça avec des choses qui s'équilibrent plus ou moins, mais en tout cas ça existe. Un dernier jeu de questions. Oui, dans tout ce qui est dit là maintenant, je me pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une confusion entre conflit et violence dans tout ce qui a été dit? C'est ce qu'a dit. À mon sens, oui, le conflit, c'est vraiment ce qui construit le changement, peut-être, la volonté de changement en tout cas. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un effet paradoxal d'aller, quand on est média, interviewer, je prends l'exemple des Gilets jaunes par exemple, on a entendu beaucoup de choses, on est allé les interviewer, ils ont parlé, Et est-ce que c'est pas une manière de désamorcer l'énergie de la colère? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont parlé, ils se sont sentis entendus par les médias et donc par la France entière. Il ne faut pas leur donner la parole alors. J'ai pas dit ça. Non, mais c'est le principe des cahiers de doléances qui finissent ici aux archives municipales. Exactement. Merci, c'est exactement ça. C'est autre chose. Pardon, c'est départemental, excusez-moi. Je crains que, effectivement, un des rôles des médias dont ils ne se rendent même pas compte, c'est ça. On a donné la parole et du coup, on est un peu plus loin dans la paix sociale que réclame le pouvoir, finalement. Je crois qu'il ne faut pas donner aux médias un rôle qu'ils n'ont pas, en l'occurrence le rôle politique. Parce qu'il y a des événements, ils sont couverts. Mais c'est pas un rôle, c'est un effet. Bien, mal, ils sont couverts, peu importe, c'est pas le sujet. Mais après ces événements, et notamment Gilets jaunes, c'est politiquement qu'il doit être réglé. Et nous, politiquement, c'est pas notre rôle. C'est pas mon but de dire il faut faire ci, il faut faire ça. On peut amener des solutions, dire il y a celle-ci ou celle-ci est faisable, mais après il y a des choix qui sont faits. Le choix de mettre les cahiers enfermés dans les archives et plus les rouvrir, départementales, c'est pas celui des journalistes. C'est quand même un choix politique qui a été fait. D'organiser des réunions, de faire croire que, et puis... J'ai pas dit que c'était notre choix, mais j'ai dit c'est un effet secondaire. Bon. Est-ce qu'il faut pour autant s'en priver? Je sais pas. Je pose la question, je m'interroge. Hein. Deux autres questions, allez, ou trois. Il y en avait des mains qui se sont élevées là. Non Bonsoir. Bonjour. Ça me fait un peu stressé. Allez, j'y vais. Vous n'êtes pas en direct. On est tous bienveillants. Non, moi c'était juste pour mettre en lumière aussi le travail des journalistes et je crois que c'est important. Moi j'ai regardé très récemment un super film documentaire qui a été fait par Pierre Pirard, qui est un journaliste qui est parti aux quatre coins du monde pour aller questionner des histoires de personnes, de citoyens qui ont vécu des choses assez difficiles comme la guerre en Bosnie ou au Liban, etc. Et il a interrogé ces personnes-là qui ont dépassé la peur de l'autre et qui ont créé des initiatives citoyennes pour dépasser vraiment aussi toute cette peur de l'autre. Et moi, je vous conseille vraiment de regarder ce film documentaire qui donne énormément d'espoir et qui a été vraiment pour moi un très beau témoignage aussi de tout ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on a besoin d'espoir et que ce ne soit pas toujours négatif ou sur des faits divers, etc. Donc merci aux journalistes aussi qui font un travail de mettre en lumière toute cette paix. Voilà, donc merci à tous. Quel est le titre du film? Nous tous. Et du coup ça nous concerne, nous tous. Juste pour rebondir, on a besoin beaucoup d'empathie, que ce soit nous journalistes ou vous lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, il faut aussi savoir s'écouter. Voilà.
c'est peut-être un des grands dangers et défauts en ce moment dans notre société. Hélène, bonjour. Je suis enseignante en réseau d'éducation prioritaire. Ça y est. L'interrogation de Madame Marie sur qu'est-ce qu'on attend, quelle défiance on pourrait avoir, etc. Je peux témoigner que, je ne sais plus quand, l'année dernière, il y a 2 ans, notre directrice est venue nous voir et nous dit l'inspecteur ou quelqu'un, il y a un journaliste qui veut venir demain ou après-demain dans une classe. Vous êtes dans quelle ville? À Saint-Priest. D'accord, c'était pas moi alors. Et donc, en gros, c'est... Et en fait, nous, toute l'équipe, on est... oui, mais en fait, on ne sait pas trop comment répondre, on ne sait pas trop ce qui va être filmé, comment, c'est quoi le but, et aussi la peur que il n'y ait que certaines images qui soient prises et que ce qui est raconté ne soit pas la vérité de ce qui se passe en fait au sein de nos écoles. Et donc, voilà, moi j'ai ce vécu-là en tant qu'enseignante. Et effectivement, j'ai rencontré aussi, j'ai participé à une médiation NOMA, plusieurs avec Xavier, et je suis allée notamment à Saint-Fond et rencontrer les jeunes que vous aviez vus. Et c'est vrai que vous aviez discuté avec eux de cet événement-là et que c'était aussi intéressant. Moi, c'est la première année que je participe à ces médiations. Et voilà, c'est aussi hyper intéressant personnellement de vivre cet événement-là et de changer son regard en y allant de l'intérieur. Et je pense que ça donne, ça me donne de l'espoir quand vous dites c'est un sujet qui me tient à cœur d'aller au sein de ces quartiers. Merci. Je vous remercie aussi. J'espère que, en tout cas, la seule chose sur laquelle j'ai envie de réagir sur votre crainte et simplement de dire que je l'entends. Parce que là, on est en train de parler de non-violence et oui, j'entends. J'entends, non seulement j'entends et je comprends. Maintenant, comment ensemble on peut réfléchir à une solution, c'est ça qui m'intéresse aussi. Et celle que je peux proposer, moi, en tout cas celle que j'essaye de proposer quand je cale mes sujets, c'est-à-dire je rentre en contact avec les personnes, je leur dis voilà, j'aimerais m'intéresser à tel sujet, à votre établissement scolaire parce que vous mettez en place, mais c'est le pourquoi. Pourquoi? Donc j'essaye toujours, et d'ailleurs il me semble qu'on l'avait fait ensemble au départ, de passer un contrat avec les personnes que je contacte. C'est-à-dire, voilà, le contrat c'est quoi? C'est je suis journaliste pour la télé, donc je vais faire un reportage, je vais rester tant de temps. Mon objectif c'est de parler de ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on se met d'accord. Je vais avoir besoin d'images, je vous explique ce qui peut être utile ou ce qui va éventuellement servir ou desservir le propos. J'aurais besoin de rencontrer telle personne parce que ça me semble pertinent. Et puis, une fois qu'on est ensemble sur le terrain, on part tous de la même base. Moi, je suis là pour observer, mais vous n'avez pas l'impression que je suis venue pour vous tirer quelque chose sur lequel on ne s'est pas mis d'accord avant. Donc, l'idée, c'est pas de dire non parce que le journaliste n'a pas bien fait son boulot que de passer le contrat, c'est ok, mais c'est quoi le projet? Voilà, c'est quoi le projet? Et le journaliste se doit de répondre à cette question-là avant de venir. Avec... Il n'est pas toujours malveillant. Non, voilà, c'est-à-dire... il est speed, il est speed. Il est speed. Ça, il est speed. Demain, c'est possible. Ah ben non, voilà. On vous appelle à 18h, demain matin à 9h. Bah si. Pour nous, audiovisuels, si, ce sera comme ça. Et c'est terrible. Bien sûr que c'est une pression terrible. Mais voilà, il n'est pas toujours malveillant. En revanche, il faut savoir de quel titre il s'agit, quel journaliste éventuellement, si on peut savoir, pour qui il travaille, quel format. Parce que c'est tout à fait de votre droit de refuser, par exemple, de passer sur CNews. Je dis ça comme ça. Il y avait, je crois, une autre question, mais Serge me dit que, donc, on conclut. Donc, on voudrait remercier le MAN, mes collègues, je remercie le MAN de nous avoir permis un peu partager de notre pratique et de notre réalité professionnelle. Peut-être vous dire que, comme l'a dit Sandrine, à Lyon, nous avons une association professionnelle à côté des syndicats qui s'appelle le Club de la Presse, qui est rue Pizet, donc on peut effectivement, que vous avez au plan national un observatoire de la déontologie et des pratiques professionnelles auquel n'importe quel usager peut s'adresser. C'est DGM. Oui, pardon, ça s'appelle le conseil maintenant, mais bon, d'accord, conseil de déontologie professionnelle. Et puis, je vous incite encore à regarder sur France 2 la série Enjoy, qui sera aussi un complément de et qui illustrera en fait ce qu'on vient de se dire entre nous. Merci. Dans l'introduction, si toutefois vous partagez ce qui a été dit là,
Je suis intervenue individuellement et non pas au nom de France Télévisions aujourd'hui. Je suis journaliste à France Télévisions, mais je ne parlais pas au nom de mon entreprise. C'était important, je suis obligée de le préciser. Merci. Et merci à tous.